Bonjour à toutes et tous et merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire. Donc, je me présente rapidement. Je suis Suzy Chevet, je suis chef de projet ST éducatif à l'Agence nationale de cohésion des territoires. Je vais avoir le plaisir d'animer ce webinaire. Ce webinaire, c'est le 3e lab thématique qui est dédié à la prévention et à la lutte contre le décrochage scolaire. Comme une partie d'entre vous le savent, nous avons lancé en mars dernier des labs thématiques pour apporter à la fois une prise de hauteur, mais également des ressources sur des problématiques spécifiques qui sont rencontrées par les acteurs de terrain, et notamment dans les cités éducatives. Donc, pour le petit rappel sur les cités éducatives, c'est donc un dispositif qui vise à intensifier les prises en charge éducatives des enfants, des jeunes, voilà, de la naissance à l'insertion pro, avant, pendant, autour, mais aussi après le cadre scolaire. Et donc, le problème du décrochage scolaire, ça vient questionner fortement la notion de parcours de l'enfant et du jeune, notamment dans le cadre de ces prises en charge. Donc, ce qui fait que ça, pour nous, c'est forcément un sujet sur lequel on voulait apporter de la ressource et de la réflexion. À savoir qu'on a déjà 2 webinaires qui ont eu lieu dans le cadre de ce lab thématique. Un premier qui présentait l'action publique qui est déployée sur le sujet du décrochage scolaire, avec notamment une intervention de la DGESCO, la Direction générale de l'enseignement scolaire, qui nous avait présenté des leviers pour sécuriser les parcours, que ce soit les groupes de prévention du décrochage scolaire, le réseau formation, qualification, emploi, etc. On avait aussi une présentation du plan régional d'insertion pour la jeunesse de l'Île-de-France par la préfecture de Paris. Voilà, donc ça, ces ressources-là sont disponibles en replay. Donc, surtout, on vous les redonnera dans la discussion. On avait aussi eu un 2e webinaire qui était plutôt sur les démarches et les expérimentations dans les cités éducatives. On avait notamment 2 cités éducatives, celle de Goussainville, qui nous avait présenté la démarche Alter Ego en lien avec le PRE pour identifier et partager des signes de décrochage scolaire entre acteurs. Et on avait la cité éducative de Dreux-Vernouillet qui nous avait présenté l'action Passeport 6e qui vise à prévenir le décrochage scolaire en valorisant les capacités des jeunes. Donc voilà pour ce qui a déjà été un peu abordé, discuté. On va vous remettre tous les liens. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir le professeur Bernard, qui est maître de conférence en sciences de l'éducation à l'Université de Nantes et qui est spécialisé sur les questions du décrochage scolaire et de politique éducative. Cette séance, ce qui va être plus au centre de nos préoccupations, ça va être la question des parcours de décrochage, de l'expérience du décrochage, on va dire du point de vue du décrocheur et des enjeux en matière de repérage et d'accompagnement, on va dire. Mais je ne vais pas trop m'avancer sur le sujet et je vais plutôt laisser la parole au professeur Bernard, en sachant qu'on va lui permettre de faire sa prise de parole et puis après, je relayerai les différentes questions. Donc, n'hésitez pas à les mettre dans le chat aussi au fur et à mesure de l'échange. Il n'y a pas de problème. Et à la fin, soit je les relayerai, soit aussi on verra si on peut faire de la prise de parole en direct s'il n'y a pas trop de monde. Je vous remercie et puis à vous, professeur. Micro. Un petit micro coupé. Hop. Professeur, on ne vous entend pas. Pardon. Désolée, il y a un micro qui était coupé. Oui, ok. Super, merci. Voilà, je disais simplement que professeur est de trop. Pardon. Vous pouvez m'appeler plus simplement. Alors, merci beaucoup pour votre invitation et pour avoir l'opportunité donc de m'exprimer sur ce sujet. Ce sera un point de vue de chercheur. Je travaille sur le décrochage scolaire depuis maintenant pas mal de temps, depuis 2005, donc ça fait quelques années. J'ai, suite à la demande de vos collaborateurs, centré mon intervention sur la question des parcours, de l'expérience. J'ai fait un choix, en fait, de reprendre un article en le... Ah, je n'ai plus la main sur le diaporama. Ça ne marche plus. Utilisez les voilà, c'est bon, ça y est. On y arrive. Donc, j'ai fait le choix d'utiliser un article de présentation d'un dossier de revue, la revue française de pédagogie, donc de avril-mai-juin 2021, numéro 211, où j'avais donc coordonné un numéro avec plusieurs contributions, plusieurs articles qui se rapportent à la question des décrochages scolaires. Le numéro s'intitulait « Des situations au parcours ». Je vais reprendre dans le développement l'article le texte que j'avais fait pour présenter ce dossier.
dossier qui reposait pour beaucoup, essentiellement sur des enquêtes d'un programme dit ANR, Agence nationale de la recherche, intitulé Territoire et décrochage scolaire, TEDS en abrégé. Dans cet article, je m'interrogeais sur ce qu'on entendait par parcours. Donc, je vais d'abord faire un petit propos introductif sur le décrochage scolaire et sur les jeunes en décrochage scolaire, pour ensuite revenir sur ces différentes dimensions structurantes des parcours. Alors d'abord, pour introduire le sujet, je pense qu'il faut revenir à cette notion malgré tout assez complexe de décrochage scolaire. Et je crois qu'il faut toujours partir de l'idée que c'est l'action publique qui a défini le problème. C'est une catégorie d'action publique qui est issue d'un certain nombre de sources, une prescription européenne, le processus de Lisbonne, éducation, formation 2020, etc. Enfin, toutes les suites qu'il y a eu autour de ces demandes de l'Europe de s'inscrire dans un projet éducatif où on réduit au minimum les sorties problématiques du système éducatif. Je reviendrai sur le problématique après. Mais c'est aussi issu d'un certain nombre d'initiatives militantes, associatives en particulier, mais aussi autour des politiques de la ville. Donc, on est, ça vous parle évidemment directement. Dès les années 90, et puis ensuite dans les années 2000, à travers un certain nombre d'expérimentations, afin de lutter contre l'exclusion scolaire. Et cela aboutit assez tardivement, finalement, en France par rapport à d'autres pays, à une définition institutionnelle et, alors, je vais ajouter situationnelle, c'est-à-dire en termes de situation, c'est-à-dire les sorties d'une formation secondaire avant d'avoir obtenu le diplôme correspondant à cette formation. Donc, en France, le bac ou le CAP. C'est une définition qui ne recoupe pas complètement la notion d'échec scolaire. Pourquoi? Parce qu'il y a un certain nombre d'indications sur les difficultés scolaires qui montrent qu'un certain nombre de jeunes en difficulté vont sortir malgré tout avec un diplôme. Par ailleurs, un certain nombre de jeunes en décrochage scolaire, on y reviendra aussi par la suite, ils ne sont pas majoritaires, mais ne connaissent pas par ailleurs de difficultés d'apprentissage qui permettent de les identifier comme étant en échec scolaire. Le problème de cette définition, c'est bien connu, c'est qu'elle définit le décrochage comme une situation, alors qu'en réalité, le décrochage, c'est d'abord un processus, c'est d'abord quelque chose qui s'inscrit dans le temps, et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Avant de rentrer dans le vif du sujet, toujours pour continuer ce propos introductif, souligner que parler du décrochage scolaire, c'est parler d'un certain nombre de jeunes et voilà, il faut aussi être au clair sur de qui on parle. Et j'ai toujours trouvé comment dire, problématique l'expression décrocheur, même si finalement l'usage fait qu'on s'en sert, mais cette notion de décrocheur présente un certain nombre de dangers d'essentialisation, c'est-à-dire de considérer ce groupe comme d'abord homogène et puis comme relevant de caractéristiques propres, spécifiques, complètement différentes de celles des autres élèves, alors qu'on parlera, le passage entre décrocheurs et non-décrocheurs est parfois très, très mince. On peut persévérer, la persévérance, c'est l'inverse du décrochage, avec des caractéristiques très proches d'autres jeunes qui vont décrocher. Et puis, surtout, ces dangers sont les dangers d'imputer aux jeunes eux-mêmes les causes de leur décrochage scolaire, voire même d'une espèce de pré ou de délinquance. Voilà, donc un danger qui est quand même fréquemment rencontré. Alors, nous les chercheurs, comme vous les praticiens, je pense, on a le même risque aussi, c'est d'identifier les jeunes en décrochage scolaire au public des dispositifs de lutte contre le décrochage scolaire. Alors, pour les praticiens, ce risque, il est évident parce que, évidemment,
c'est les publics avec lesquels vous allez travailler. Pour les chercheurs, c'est aussi une solution de facilité parce que c'est comment dire, sont les jeunes les plus faciles de contacter dans le cadre d'une enquête, puisque le travail du chercheur, c'est d'abord un travail d'enquête de terrain. Donc, c'est plus facile d'aller dans un dispositif que de s'interroger sur qui a décroché du système éducatif, notamment pour des jeunes qu'on qualifie souvent d'invisibles et qu'il est difficile de contacter par définition. Alors, on verra que ces invisibles ne le sont pas tant que ça. Alors, j'ai eu la chance, et puis je pense que c'est aussi un apport à la recherche, de pouvoir travailler sur des données plus complètes que celles des inscrits à des dispositifs, donc des données administratives, sur des enquêtes hors dispositif. Alors, en ce qui me concerne, c'est en particulier l'enquête que j'ai réalisée avec mon collègue Christophe Michaud, qui s'appelle l'enquête MODS, pour motifs de décrochage scolaire, à partir des données SIEI. Alors, je ne sais pas si déjà dans les précédents séminaires, vous aviez parlé des systèmes d'information permettant d'identifier les jeunes en situation de décrochage scolaire. En tout cas, ces données SIEI, c'est ce qui permet de croiser les informations à la fois de l'éducation nationale, de l'enseignement agricole, des missions locales et des régions, permettant d'avoir une identification des jeunes qui sont dans la situation telle que je l'ai définie dans la slide précédente, c'est-à-dire sortis du système éducatif sans avoir certifié une formation secondaire complète. Et puis, voilà, j'évoquerai aussi un travail qui a été fait par mes collègues Agnès Ceccaglini et Patrice Caro à partir des données de recensement. Tout ça est très intéressant parce que ça permet d'avoir une idée plus large et peut-être moins stéréotypée d'ailleurs des jeunes qui sortent en décrochage scolaire et qui ne se font pas forcément voir. Donc l'enjeu, c'est d'interroger des parcours d'élèves en rupture scolaire, pris en charge ou non par un dispositif de remédiation. Et j'en arrive au sujet que je vais développer. Ces parcours, je pense qu'on peut les considérer sous l'angle de 5 dimensions structurantes. Leur temporalité, la dimension de rupture de ces parcours, la multiplicité des sphères de vie, le processus de subjectivation qui accompagne le décrochage scolaire et le rapport aux institutions. Donc, je vais commencer par le premier point, la question des temporalités du décrochage scolaire. De ce point de vue-là, il y a beaucoup de travaux, beaucoup de recherches depuis très longtemps, et notamment en Amérique du Nord. C'est aux États-Unis que les travaux ont été les plus importants et les plus anciens, puisque le décrochage scolaire est à l'agenda politique aux États-Unis depuis les années 60, donc depuis bien plus longtemps qu'en Europe et particulièrement en France. Donc, il y a un modèle temporel qui est assez, comment dire, qu'on rencontre couramment dans les travaux de recherche et que j'ai appelé dans un ouvrage que j'avais écrit, le modèle des 3 temps du décrochage scolaire. Et c'est un modèle qui fonctionne d'une certaine manière assez bien et qui peut être intéressant pour faire de la prévention. Mais on va voir que malgré tout, il est insuffisant. Bon, bref, dans ce modèle, il y a 3 temps. Le premier temps, fondamentalement, c'est celui des apprentissages. Et donc, ce premier temps, pour les jeunes qui vont décrocher, c'est plutôt un temps de difficulté précoce, parfois dès le début de la scolarité, souvent lié à un contexte socio-économique défavorable, un éloignement de la forme scolaire, comme disent les sociologues, sans d'ailleurs que ces difficultés soient nécessairement vécues comme telles par l'enfant ou par la famille, voire même par les enseignants. C'est ce qu'on appelle le phénomène du malentendu socio-cognitif, qui a été analysé, documenté par Elisabeth Bauthier et Jean-Yves Rochex. C'est le phénomène selon lequel, par exemple, quand on enquête aujourd'hui sur des jeunes en décrochage scolaire, ils vont souvent dire « en primaire, ça allait bien ». La difficulté, ça a commencé au collège. Et en réalité, on peut soupçonner qu'en primaire, ça n'allait pas si bien que ça. Mais au fond, il y avait
une espèce de bienveillance ou comment dire, de volonté d'inclusion qui faisait que ces difficultés n'apparaissaient pas forcément comme trop problématiques pour les élèves. Le deuxième temps, eh bien, c'est le temps du décrochage de l'intérieur, pour reprendre l'expression de Stéphane Bonnery, c'est-à-dire le désengagement et l'opposition à la norme scolaire. À force d'échecs, on va décrocher dans la classe et parfois se manifester en opposition à la norme scolaire, c'est-à-dire à l'enseignant, hein, pour être clair, ou à l'ensemble des adultes de l'école. Et puis, le troisième temps, c'est le temps de l'absentéisme. Alors, l'absentéisme est un précurseur du décrochage scolaire très, comment dire, très significatif. Sauf que c'est un précurseur très tardif. Hein. C'est vrai qu'il y a un lien très fort entre absentéisme et décrochage, mais c'est un lien en général de très court. Hein. Voilà, l'absentéisme précède souvent le décrochage scolaire de très près. Alors, c'est un modèle qui se veut prédictif, hein, puisque au fond, qui considère que le décrochage scolaire, c'est la manifestation de difficultés d'apprentissage. Et effectivement, quand on fait une analyse statistique du risque de sortie sans diplôme du système éducatif, le prédicteur le plus fort, ça a été montré par un chercheur de l'ADEP, hein, donc, du service d'études du ministère de l'Éducation nationale, qui s'appelle Cédric Afsa, c'est le niveau des acquis scolaires en sixième. Hein. Il a mesuré un certain nombre de variables, et donc il a pris en particulier les résultats de tests en maths et en français, et a montré que c'était la variable qui expliquait le plus la probabilité de sortir de l'école, du système éducatif sans diplôme. Alors, c'est un facteur de risque, mais ce n'est pas le seul. Et comme je le disais dans le propos introductif, en fait, tous les élèves qui ont eu des difficultés scolaires en sixième ne vont pas décrocher, et tous les élèves qui vont décrocher n'ont pas eu des difficultés en sixième. Donc, ce n'est pas si simple que ça. Il y a une assez forte hétérogénéité des parcours qu'on peut percevoir par la diversité des dimensions de l'expérience scolaire. L'expérience scolaire, ce n'est pas qu'une expérience de l'apprentissage, c'est une expérience aussi du rapport à ces apprentissages. Hein. Est-ce que ça intéresse, est-ce que ça motive l'élève ou pas? C'est une expérience aussi de socialisation, hein. C'est le rapport aux autres enfants ou aux autres jeunes, le rapport au père, c'est le rapport aux enseignants, c'est le rapport aux adultes, c'est le rapport à l'institution scolaire en elle-même. Et en prenant en compte l'ensemble de ces dimensions, en fait, on fait apparaître des parcours différents. C'est ce qu'avait fait pour le Québec Michel Janos et ses collaborateurs il y a déjà longtemps, donc en 2000. Et c'est ce que j'ai reproduit en utilisant grosso modo la même méthode qu'il avait utilisée en France il y a déjà un certain temps aussi. C'était en 2011. Et en prenant en compte ces dimensions à partir d'un questionnaire qui lui-même reposait sur des fichiers d'un rectorat de l'ouest de la France, on pouvait faire apparaître 4 catégories de parcours voilà, donc, que j'avais désignées d'ailleurs de manière assez proche des désignations de Michel Janos. Hein, les rebelles, c'est une expression qu'il avait utilisée. Alors, pour aller très vite, hein, parce que je crois qu'on n'a pas le temps de tout dire, mais enfin, ce premier parcours des rebelles, c'est un parcours justement qui se caractérise par des difficultés non déclarées en primaire. Ça ne veut pas dire qu'elles n'étaient pas existantes, mais en tout cas, elles ne sont pas déclarées. Des difficultés scolaires réelles, ceci étant, qui apparaissent au collège. Un rapport à la norme scolaire assez conflictuel, avec voilà, des conflits avec les enseignants, des sanctions, etc. Et une critique très forte de l'institution scolaire. Hein, on ne s'est pas occupé de moi, l'école n'est pas faite pour moi, etc. etc. Voilà, avec un profil qui est très masculin. Ça, c'est voilà, très majoritairement masculin. Alors, un profil
assez différent, c'est celui des désengagés, pour lesquels, justement, les difficultés scolaires sont beaucoup moins évidentes. Et donc, la dimension qui va être la plus importante pour cette deuxième catégorie, c'est la dimension de l'engagement scolaire et de l'intérêt pour l'école. Ce sont des jeunes qui vont manifester assez tôt un intérêt pour d'autres sphères de la vie, que ce soit le sport, la musique ou tout à fait autre chose, et qui vont développer très vite l'idée que l'école, c'est pas simplement pas fait pour eux, c'est plutôt pas intéressant. Hein. Et donc, qui vont se désengager, qui vont souvent avoir un rapport passif, par exemple, à leur orientation, et qui vont décrocher plus tardivement que les rebelles, et de manière beaucoup plus silencieuse. Le troisième profil, les déconnectés, c'est une expression que j'ai reprise de Bernard Charlot pour désigner les jeunes en très grande souffrance et en très grande difficulté à l'école d'une manière générale. Donc, eux déclarent avoir eu des difficultés dès le début de leur scolarité, des difficultés d'apprentissage, des difficultés avec les autres, des difficultés avec les adultes. Pour eux, la scolarité a été vraiment une souffrance. Et très souvent, ils vont décrocher très tôt. Et puis la quatrième et dernière catégorie, donc là aussi j'ai repris l'expression de Michel Janos, et d'ailleurs Janos est connu pour avoir mis en évidence cette catégorie, et en France elle est aussi très importante, c'est la catégorie des décrocheurs discrets, alors qui eux vont déclarer plutôt un certain engagement scolaire, vont avoir une scolarité plutôt réussie, tout au moins jusqu'à l'arrivée dans le second cycle du secondaire, mais qui vont déclarer avoir fait beaucoup d'efforts, avoir été peu gratifiés pour ces efforts, et vont souvent décrocher suite à une rupture, une déception, une mauvaise orientation, voilà, ça peut être des problèmes personnels également. Vous voyez donc les temporalités pour ces quatre catégories sont très différentes. Alors, pour terminer sur la temporalité ou sur les temporalités, deux dernières remarques. Le décrochage lui-même a un effet très important sur les temporalités, puisque, alors ça aussi les enquêtes le montrent bien, mais ça tout le monde le sait, hein, là, je pense que ce n'est pas la peine d'aller très loin, c'est la rupture avec les temps sociaux. Hein. Arrêter d'aller à l'école, c'est souvent ne plus se lever le matin, etc. etc. Enfin, voilà, ne plus être dans les rythmes socio-habituels. Plus intéressant, c'est de souligner le fait que dans cette rupture, on va rejoindre un certain rapport au temps commun à beaucoup de populations situées dans les marges, c'est-à-dire le présentisme, hein, c'est-à-dire le fait de s'éloigner à la fois des rythmes sociaux, mais aussi des projections vers l'avenir, et de considérer le temps comme uniquement présent, hein, et donc avec la difficulté de construire un projet. James Mazey et Nadège Tenaillot l'ont particulièrement bien documenté dans un article qui porte sur les jeunes de la rue. Alors évidemment, là, c'est quelque chose qui est certainement un peu spécifique, hein, qui est assez marginal dans la population des décrocheurs, mais qui est quand même assez significatif sur cette difficulté de rapport au temps. Et d'ailleurs, Mazey et Tenaillot montrent bien que malgré cette situation très marginale, un certain nombre de jeunes vont récupérer malgré tout un rapport au temps en sortant de la rue en quelque sorte, et notamment en rétablissant des contacts avec leur famille. Et puis, il y a toute la question du raccrochage. Enfin, j'y reviendrai plusieurs fois par la suite, mais il y a aussi des temporalités. Il ne faut jamais considérer le retour en formation comme quelque chose qui puisse se produire comme quelque chose d'immédiat, parce qu'on aura repéré et ramené un jeune dans un circuit de formation. Là aussi, il y a une temporalité. Une temporalité, notamment, il faut reconstruire un autre rapport à la formation qui a souvent été très abîmé par l'expérience scolaire précédente. Et comme l'ont montré donc Juliette Vollet et Joël Zafran, que je cite ici, ces jeunes ont souvent, en quelque sorte, appris ou construit plutôt
le sentiment d'inutilité de l'école et donc de l'inutilité de la formation. Et donc, le travail d'accompagnement de la formation, c'est de changer un peu les choses, de déplacer le regard de façon à comment dire, construire un nouveau rapport positif, celui-là, à la formation. Deuxième dimension importante qui structure le décrochage scolaire, c'est bien sûr une rupture. Donc ça, vous allez me dire, ça va un peu de soi, le décrochage, c'est une rupture parce que pour nous, il est évident que la norme dominante du système scolaire, c'est d'achever une formation secondaire complète. Alors, j'ai mis la norme dominante du diplôme, mais on pourrait surtout dire la norme dominante du bac, sachant que aujourd'hui, alors il y a un autre diplôme terminal du secondaire qui est le CAP, mais qui a un statut un peu à part. Alors, le CAP est à la fois une certification très ancienne, qui a été souvent remise en cause au cours de l'histoire de l'enseignement professionnel, mais qui jouit d'une résistance au temps assez remarquable, mais qui aujourd'hui, finalement, est une certification qui a deux aspects. Un premier aspect qui est un premier temps de la certification professionnelle pour aller vers autre chose, soit un bac pro, soit un brevet professionnel. Et donc ça, c'est les parcours de formation professionnelle, je dirais, dans un certain nombre de métiers spécifiques, plutôt liés, par exemple, au métier de l'artisanat. Mais pas seulement. Et puis, il y a une autre dimension du CAP qui est le dernier diplôme que l'on peut obtenir, qui est souvent réservé aux jeunes les plus en difficulté et pour lesquels les difficultés d'insertion telles qu'elles sont mesurées par le CEREC aujourd'hui sont à peu près équivalentes. Enfin, oui, on peut le dire, à peu près équivalentes à celles des difficultés d'insertion des non-diplômés. Donc, le CAP, voilà. Donc, la norme, c'est bien sûr le bac. Voilà. Et d'ailleurs, cette norme, elle est renforcée par le fait qu'aujourd'hui, la grande majorité d'une génération obtient ce baccalauréat. Mais enfin, voilà, il reste toujours ces 12 à 13% qui sortent du système éducatif tous les ans sans diplôme et qui posent les problèmes dont on parle aujourd'hui. Alors, c'est donc une rupture et donc une disqualification. Et donc, dans le travail que j'ai évoqué tout à l'heure, le questionnaire MODS pour motif de décrochage scolaire, dans le cadre de la NR TEDS, quand on demandait aux jeunes d'expliquer par questionnaire leur arrêt de scolarité, il y avait beaucoup de discours sur cette disqualification, et notamment sur la disqualification en termes de capacité, de compétences, etc. Donc, il y a vraiment quelque chose de très fort, même s'ils n'utilisent pas le mot décrochage scolaire, même s'ils n'utilisent évidemment pas le terme de disqualification, mais il y a quelque chose qui est ressenti par les jeunes comme véritablement un stigmate. Alors, c'est aussi une rupture vis-à-vis d'une institution, ce n'est pas simplement vis-à-vis d'une norme, le diplôme, mais c'est vis-à-vis de l'institution, vis-à-vis de l'école. Avec Christophe Michaud, donc avec qui j'ai fait pas mal de choses sur ces questions-là, on avait fait une enquête il y a plus d'une dizaine d'années, une première enquête sur les motifs de décrochage scolaire qui faisait apparaître l'importance du discours du type « marre de l'école ». D'ailleurs, on avait intitulé un papier avec ce titre-là. Beaucoup des jeunes en décrochage scolaire ont marre de l'école. Autrement dit, ils sortent de l'école parce qu'ils n'en peuvent plus pour beaucoup. Et pour eux, dans un certain nombre de cas, c'est une solution. C'est une solution parce qu'ils n'en peuvent plus d'être mal jugés, mal notés, d'être déconsidérés, etc., etc. Et c'est assez proche de l'analyse que faisait Albert Hirschman, donc le chercheur américain, pas du tout sur l'école, lui il travaillait sur l'entreprise, enfin sur les institutions en général. Il disait qu'en fait le rapport à l'institution, il peut prendre trois voies. Voice en anglais, c'est-à-dire la protestation, on peut
dire bah, ça ne va pas, mais rester dans l'institution, la loyalty, donc là, on reste dans les normes de l'institution. Mais quand les deux ne sont pas possibles, c'est-à-dire quand on ne peut pas adhérer aux normes, quand on ne peut pas être loyal, et quand on n'a pas d'espace non plus pour contester l'institution, il ne reste qu'une troisième voie, qui est la voie de l'exit, c'est-à-dire la voie de la sortie. Alors, le décrochage scolaire, c'est aussi un processus dans lequel il y a d'autres moments de rupture à l'intérieur même du parcours. Donc ça, c'est assez bien connu ou c'est assez bien documenté. Il y a deux moments particulièrement problématiques. Le passage primaire-collège, ça c'est très souvent, comment dire, transmis par les jeunes eux-mêmes quand ils parlent de leur décrochage scolaire, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Pour beaucoup, le passage du CM2 à la 6e, ça a été un passage très compliqué. Et puis, c'est bien connu, l'orientation à la fin du collège, qui reste problématique, même si, évidemment, elle est bien mieux assurée, si je puis dire, qu'il y a 20 ans. Mais même si elle est davantage construite, même si l'orientation contrainte au sens propre du terme, c'est-à-dire au-delà d'un premier vœu d'orientation, est beaucoup moins importante qu'autrefois, il y a une orientation contrainte construite, hein, c'est-à-dire qu'il y a une orientation premier vœu qui a été souvent faite par défaut à la fin de la troisième. Sans oublier, alors ça c'est un point important, tous ces jeunes qui veulent une orientation vers l'apprentissage en fin de troisième et qui ne l'obtiennent pas, ou tout au moins qui n'obtiennent pas une place chez un employeur. Donc, ça crée l'idée que cette orientation contrainte, et notamment l'orientation contrainte vers l'enseignement professionnel, c'est la raison pour laquelle d'ailleurs c'est dans l'enseignement professionnel qu'il y a les taux de décrochage les plus élevés, eh bien, cette orientation contrainte, ça crée un espace de désengagement, donc de décrochage, mais ça peut être aussi un espace de raccrochage en formation. C'est ce qu'a montré Lucie Bell, donc une jeune collègue dans sa thèse, qui permet donc à certaines conditions, et notamment à des conditions d'encadrement, de bienveillance, d'accueil des élèves qui se retrouvent en formation professionnelle alors qu'ils n'ont pas choisi. Si ces conditions sont remplies, eh bien, l'orientation contrainte peut se traduire souvent, hein, si les conditions, donc, encore une fois, sont réunies, par finalement une persévérance, une formation professionnelle, etc., etc. Troisième dimension des parcours de décrochage scolaire, la multiplicité des sphères de vie. Alors là aussi, on peut partir d'un constat assez banal, hein. Les parcours scolaires, ceux des jeunes qui sortent diplômés comme ceux des jeunes en décrochage, ça s'ancre dans des milieux sociaux et familiaux. Et de ce point de vue-là, le décrochage scolaire est très révélateur des inégalités sociales des parcours scolaires. J'avais mesuré, dans un travail là que je ne vais pas référencer, mais enfin, que les enfants d'ouvriers ont, j'ai oublié le S ouvrier, mais enfin bon, ont 4 fois plus de risques de décrocher que les enfants de cadre. Et d'ailleurs, ce rapport de risque entre les enfants d'ouvriers et les enfants de cadre n'a pas bougé dans le temps, malgré la baisse du taux de décrochage. Ce qui veut dire que le taux de décrochage scolaire a baissé de manière très, très forte depuis le début des années 90, depuis le milieu des années 90, mais cette baisse, elle a profité autant à des enfants de milieux favorisés qu'à des enfants de milieux défavorisés. Donc, l'inégalité sociale qu'il y a derrière le décrochage scolaire, c'est même, d'une certaine manière, renforcée. Alors, cette inégalité sociale, je l'ai dit tout à l'heure, elle est très fortement corrélée aux différences de ressources à la fois culturelles, donc le diplôme des parents, les pratiques éducatives et culturelles des parents, mais aussi les ressources économiques.
Je crois que c'est quelque chose qu'on ne mesure pas assez, en fait, hein, puisqu'on autant les inégalités de capital culturel sont très largement documentées, autant les inégalités économiques le sont, je trouve, moins dans la recherche. Et je pense que le décrochage scolaire révèle aussi ces difficultés économiques. Toujours dans l'enquête motif de décrochage scolaire, on a été surpris du nombre de jeunes qui déclaraient devoir travailler pour aider leur famille et devoir décrocher, tout simplement parce que leur travail était incompatible avec leur formation. Alors, c'est évidemment pas une majorité, mais il y a un nombre assez conséquent de jeunes qui nous ont répondu ce genre de motifs. Alors, voilà, donc le décrochage scolaire, ce n'est pas simplement une question scolaire, hein, c'est une question aussi sociale, voire socio-économique. Et il y a un certain nombre de chercheurs, pas tellement dans le domaine de l'éducation, mais dans d'autres domaines, qui se sont intéressés justement à la façon dont les sphères de vie interagissaient. Par exemple, ici, en ce qui nous concerne, en quoi donc l'école, les parcours scolaires sont influencés par d'autres sphères de vie. Donc, on a évoqué la sphère familiale, mais on peut aussi parler de la sphère du travail. Et de ce point de vue-là, en reprenant une distinction faite plutôt par des sociologues du travail, on peut considérer deux façons dont les sphères de vie agissent sur le monde scolaire. La première façon, c'est la contamination, et notamment la contamination des accidents de la vie. Ça peut être la séparation des parents. Donc, Cédric Afsa, toujours par rapport à l'étude que je mentionnais tout à l'heure, a montré qu'en dehors des acquis en sixième, l'autre facteur important de décrochage scolaire, c'était les ruptures familiales. Mathias Mignet et Daniel Tin, dans une enquête ancienne, montraient combien des jeunes, alors qu'ils avaient enquêté dans des dispositifs relais, hein, donc plutôt des moins de 16 ans, donc en l'occurrence, montrait combien ces jeunes qui étaient dans les dispositifs relais avaient des parents qui avaient souvent perdu leur emploi, qui avaient été souvent malades, voire même des parents qui avaient décédé juste avant le décrochage scolaire de leurs enfants. Voilà, et puis, comme je le disais tout à l'heure à propos du travail de Mazie et Tonayo sur les jeunes de la rue, ça peut être aussi la rupture du jeune avec sa famille, hein, tout simplement. Le fait que pour des raisons alors très très diverses, très hétérogènes, le jeune quitte sa famille, se retrouve à la rue, et dans ce cas-là, évidemment, se retrouve aussi déscolarisé. Voilà, donc la question des décrochages scolaires, mais là je pense que je parle à des convaincus, hein, c'est aussi une question qui se rapporte aux conditions sociales de vie des enfants, des jeunes, et qui ne peut pas se résoudre uniquement dans un cadre strictement scolaire. Alors il faut ajouter une influence inverse. C'est ce qu'on appelle la compensation des autres sphères de vie. C'est-à-dire que l'école peut malgré tout être une source de souffrance. On peut penser notamment aux situations de harcèlement, aux situations de phobie scolaire. Et le milieu familial, là, peut être une ressource de compensation. Une ressource de compensation, de reconstruction, de soutien. Voilà, donc moi, je me souviens d'avoir enquêté auprès de jeunes qui parfois me disaient c'est grâce à mes parents, grâce à ma mère, souvent, le rôle des mères est très important, que j'ai pu trouver telle ou telle voie, telle orientation, tel travail, etc. etc. Et cette compensation, elle est très importante pour le moment du décrochage, hein, c'est-à-dire à la fin de la scolarité obligatoire, par le monde du travail. Et donc ça, c'est très important. On ne l'avait pas mesuré avant de faire cette enquête sur les motifs de décrochage scolaire. C'est un des motifs les plus importants que nous disent les jeunes, c'est qu'ils ne veulent plus aller à l'école ou ils sont rejetés par l'école, mais en tout cas, ils recherchent une valorisation dans le monde du travail. Alors, dans les sphères de vie, il y a aussi le lieu de vie. Et de ce point de vue-là, il y a quelque chose d'assez original qu'on
connaît assez peu, c'est la mobilité géographique. Et donc, Agnès Ceccaglini et Patrice Caro ont fait un travail à partir des données de recensement qui permettent d'identifier des personnes sans diplôme, hein, sorties sans diplôme. Alors, on ne peut pas les suivre, le recensement ne permet pas ça, mais on peut voir comment évoluent les populations en fonction de l'âge de ces sortants sans diplôme, et ils se rendent compte que finalement, les jeunes en décrochage scolaire ont tendance à être plus mobiles géographiquement qu'on ne le dit habituellement. Vous savez, le stéréotype, c'est de dire ces jeunes qui ont décroché de l'école, ils vont rester dans leur cité, ils vont rouler des voitures, etc., etc. Et en fait, bon, c'est pas si évident que ça. La mobilité géographique des jeunes en décrochage scolaire, elle est relativement importante, elle est plus précoce que pour les autres jeunes, la décohabitation avec les parents intervient souvent plus vite, et elle a le même sens que pour toutes les mobilités géographiques que l'on constate aujourd'hui, c'est-à-dire c'est une mobilité géographique vers les métropoles. Et on voit bien, alors chez Gaglini et Carole, c'est une enquête purement quantitative qu'ils ont fait, ils n'ont pas interrogé les jeunes, mais on voit bien les raisons de cette mobilité géographique, qui est celle d'aller vers des lieux où il y a du travail ou des dispositifs de formation ou d'accompagnement qui peuvent intéresser les jeunes. Emplois dispositifs qui sont relativement rares et absents dans les milieux ruraux, par exemple. Or, en milieu rural, il y a pas mal de décrochage scolaire. Vous voyez, donc, ou dans les petites villes. Donc, ce mouvement-là, c'est aussi un mouvement de compensation, en fait, hein, qui est mal connu et que mes collègues donc, ont découvert à travers cette étude. Quatrième dimension, la construction du sujet. Alors, on peut dire que les jeunes qui sont en décrochage scolaire se construisent aux marges de l'école, ou alors en dehors de l'école, ou encore en s'y opposant. À la différence, et c'est là où il y a véritablement une rupture aussi, une césure entre ces jeunes et beaucoup d'autres jeunes, c'est que, encore une fois, ils arrivent dans le monde de la fin de l'adolescence, de la jeunesse, voilà, les premières années du monde adulte, où ils ont une première disqualification. Et voilà, donc cette construction, elle est problématique, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure. Quand on leur demande pourquoi ils ont arrêté leurs études, il y a deux grandes catégories, hein, c'est le manque de disposition. L'école, ce n'était pas fait pour moi. Et puis l'autre catégorie, c'est le rejet réciproque. Ils ne s'occupaient pas de moi et ils m'ont viré. Vous voyez, donc ça, c'est vraiment les deux pôles qu'on retrouve très souvent dans les interrogations des jeunes. Comme je l'ai dit tout à l'heure, pour garder la face, on va construire une croyance dans l'inutilité de l'école. De toute façon, hein, alors ça, le discours, on l'a souvent, de toute façon, les diplômes, ça ne sert à rien. De toute façon, pour réussir dans la vie, il faut travailler, l'école, bon, etc., etc., etc. Donc, il y a tout un discours d'ailleurs qu'on peut retrouver dans la société, hein, sur lesquels ils vont souvent s'appuyer. Et puis, ils vont se construire dans un autre rapport au savoir, qui est essentiellement un rapport par la pratique. Un des grands stéréotypes qu'ils vont déclarer au moment des enquêtes, c'est « je ne peux pas rester assis toute la journée ». La position assise, elle est complètement associée à l'école. Donc, rester assis, c'est être à l'école. Quand on est hors de l'école, on se lève, quoi. On bouge, hein, on pratique, on est actif, etc., etc. Voilà, donc il y a une construction du sujet qui est assez spécifique et sur laquelle il faut s'appuyer, bien sûr, quand on fait du retour en formation. Alors, je ne l'ai pas mis dans le diaporama, mais pour anecdote, dans un des derniers travaux que j'ai réalisés, là, ces derniers temps, c'était un travail sur un dispositif d'accompagnement des personnes éloignées de l'emploi, donc ça touchait aussi des jeunes. C'est ce qu'on appelle les dispositifs sans couture, qui permettent d'aller de la
préqualification jusqu'à la qualification. Bon, bref. Et avec des collègues, on a fait des observations dans des dispositifs de formation et on a vu des dispositifs de formation qui reproduisaient le monde scolaire. Vous voyez, avec le formateur au bureau, les stagiaires assis à des tables. Je peux vous dire que, évidemment, ça ne marchait pas. C'est clair que pour eux, tout ce qui évoque l'école, tout ce qui peut rappeler l'école, c'est voué à l'échec. Voilà, donc dernier point, enfin dernière dimension, le rapport aux institutions. Le rapport aux institutions, alors il est, comment dire, il est essentiel ici. Pourquoi? Parce que l'institution scolaire, elle est extrêmement dichotomique. On réussit ou on échoue, il n'y a pas de voie intermédiaire, hein. C'est-à-dire on a le bac, on ne l'a pas. Il n'y a pas un peu de bac. Ou bon. Même si dans les formations professionnelles, maintenant, on modularise un peu, mais voilà, donc on est quand même sur quelque chose d'assez dichotomique. Et donc, le décrochage scolaire, ça révèle cette dichotomie, comme je le disais tout à l'heure. Il n'y a pas grand-chose entre un jeune qui a décroché et un jeune qui est resté dans le système éducatif, dans certains cas, tout au moins. Et ça ne correspond pas du tout, en fait, à la vie, en fait, d'une certaine manière, où les parcours réels sont non linéaires, avec des retours en arrière. C'est très souvent dit, par exemple, pour les parcours professionnels, hein, on n'arrête pas de dire aux jeunes, vous ne ferez jamais le même métier toute votre vie, vous changerez de secteur, etc. Donc, il n'y a qu'à l'école où on considère qu'il faut y rentrer puis en sortir avec un parcours très prescrit et très standardisé. Et donc, le décrochage scolaire, c'est déjà déroger en fait, à un ordre institutionnel. Alors, on peut se poser la question de ce qui se passe après le décrochage scolaire, et notamment le rapport à d'autres institutions que sont les dispositifs de remédiation. Alors, bon, je ne vais pas les présenter ici, ces dispositifs de remédiation, puisque je crois qu'il y a eu un webinaire qui a été consacré à ces dispositifs. Je vais vous parler donc toujours de la même enquête, hein, l'enquête MODS, où on a demandé aux jeunes qu'on interrogeait s'ils avaient rencontré un professionnel. On les a interrogés en moyenne 1 an après leur décrochage, s'ils avaient rencontré un professionnel, s'ils avaient reçu une proposition d'aide et s'ils avaient accepté cette proposition d'aide. Bon, bref, qu'est-ce qu'ils en avaient fait? Et donc, pour traiter ces questions, j'ai utilisé une modélisation qui est une modélisation inspirée du travail social. Pour être accompagné, il faut d'abord être repéré. Et ça, c'est un point très important parce que la question du repérage, elle est très importante pour des jeunes qui ne vont pas naturellement aller vers les institutions. Hein, les institutions qu'ils considèrent comme justement relativement rigides, surtout, bon, alors l'école en tant que telle, on ne va pas y retourner facilement. Voilà, et donc il faut être repéré parce que parmi la multiplicité des dispositifs, il est très difficile de s'y retrouver. Alors, il ne suffit pas de repérer les jeunes, il faut prendre contact avec eux. Et ça, c'est encore un autre problème, puisque ça pose le problème de la disponibilité des jeunes et puis des moyens qui sont mis aussi pour prendre ces contacts. Hein. Prendre contact, c'est prendre du temps, c'est savoir qu'on ne va pas avoir une réponse au téléphone tout de suite, etc. etc. Ensuite, voilà, donc une fois qu'on a pris contact, une fois qu'un professionnel de l'accompagnement a pris contact, il peut proposer quelque chose. Et si dans cette proposition d'aide, il y a quelque chose qui se passe avec le jeune, il peut y avoir une procédure d'enrôlement, c'est-à-dire d'inscription dans un accompagnement, dans une formation, voire dans un emploi, etc. etc. Les résultats sont les suivants. Donc, sur l'ensemble des jeunes interrogés dans le cadre de MODS, c'était environ 3000 personnes quand même. Donc, c'est relativement significatif. Ensuite, on a corrigé, alors c'était dans certaines académies en France, hein, donc on a corrigé, on a fait le nécessaire pour que les chiffres soient relativement significatifs.
presque un quart n'ont été contactés par aucun professionnel de l'éducation, de l'accompagnement ou de l'insertion depuis leur décrochage, sur un an. Alors, ce non-recours par absence ou insuffisance d'offres est très variable selon les territoires. On s'est rendu compte que, alors, je vais nommer les académies, là où ce non-recours, ce non-contact pour ces jeunes qui pourtant étaient repérés, ils étaient dans le fichier SIEI, donc ils n'étaient pas si invisibles que ça. Mais ce non-recours est d'autant plus important que les problèmes de décrochage sont importants dans le territoire. Donc l'académie où il y avait le plus de décrochage, c'était l'académie de Créteil dans notre enquête, et c'est là où ce non-recours par insuffisance d'offres était le plus important. En revanche, dans l'académie de Nantes, où le décrochage était nettement moins important, ce chiffre d'absence de contact par des professionnels était nettement plus faible. Donc, il y a un effet territoire ici. Alors, on a appelé effet Mathieu parce que c'est une référence à un passage de l'Évangile, un peu paradoxal. Jésus dit à ceux qui ont déjà, on va donner plus. Donc, à ceux qui ont le plus de ressources, on donne plus de ressources encore. À ceux qui n'en ont pas, on enlèvera ce qu'ils ont encore. Donc, c'est un peu l'effet que ça faisait, quoi. Alors, ensuite, parmi ceux qui ont rencontré un professionnel, 20% estiment ne pas avoir reçu une proposition d'aide. Et parmi ceux qui ont eu une proposition d'aide, 26% l'ont refusé parce que ça ne leur convenait pas. Alors, on peut supposer que les deux réponses sont à peu près équivalentes. On imagine mal qu'un professionnel ne propose rien. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment ça a été perçu par le jeune. Donc, un certain nombre de jeunes vont se dire, finalement, non, ce n'était pas une aide ou ce n'était pas vraiment une aide. Vous voyez, donc là, on est plutôt sur le non-recours ou le recours en fonction de la demande, en fonction de ce que demande le jeune. Eh bien, vous voyez, donc il y a ces deux chiffres qui font qu'il y a une déperdition assez importante. Donc, le recours en fonction de la demande est très dépendant, vous enlevez le HUD, du type de professionnel impliqué et de la nature de l'aide proposée. En gros, là où le recours va être augmenté, c'est quand le jeune s'adresse à un éducateur spécialisé. Alors, il faut encore qu'il ait un éducateur spécialisé. Donc là, on voit que ce sont les jeunes les plus suivis de près, par exemple dans le cas d'une mesure éducative. Voilà. Et pour ceux qui ne sont pas suivis par une mesure éducative, les professionnels qui ont le plus d'effet sur le recours à une aide, ce sont les conseillers MLDS. Par contre, ceux pour lesquels ça a le plus d'effet de non-recours, c'est les personnels de direction d'établissement scolaire. C'est-à-dire, quand un proviseur appelle une famille et un élève, c'est là où il y a le plus de risques que cet appel aboutisse à un refus de la part de l'élève. Et les modalités de l'aide qui encouragent le plus le raccrochage en formation, c'est des aides financières et des places en formation versus celles qui ont le moins d'effet sur le raccrochage, c'est directement une offre d'emploi. Ce qui est un peu paradoxal par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, puisque le travail, c'est ce qui motive visiblement un certain nombre de jeunes en décrochage scolaire, mais qui peut se comprendre par le fait que ici, c'est une offre d'emploi sans accompagnement. Si on ajoute l'accompagnement, l'adhésion est beaucoup plus forte. Voilà, au total, donc, vous voyez, 44% des jeunes en décrochage se voient proposer une solution qu'ils acceptent, 44%, c'est-à-dire 56%, finalement, ne vont pas être accompagnés. Voilà, j'ai terminé sur ces différentes dimensions. Pour conclure, je voudrais souligner la faible visibilité de ces parcours qui sont difficiles à reconstruire, à observer. Pourquoi ? Parce que on est quand même sur des formes
de comportements ou de parcours qui ne sont pas valorisés par définition, ou qui sont en dehors des normes du système scolaire. D'ailleurs, l'institution scolaire elle-même a tendance à traiter ces questions-là de manière périphérique, par des dispositifs autour du centre de l'école plutôt qu'à son cœur. Voilà, donc ça milite pour prendre mieux en compte cette non-linéarité des parcours, y compris dans le cœur du système scolaire, et pour souligner l'enjeu crucial de l'accompagnement une fois que le décrochage est enclenché. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je pense que j'ai respecté le temps à peu près. Un grand merci, oui, tout à fait. Comme ça, on va avoir le temps de prendre un peu, voilà, quelques paroles, s'il y a des gens qui souhaitent s'exprimer, et puis voilà, évoquer un peu. Moi, je vais me permettre de commencer, notamment ce qui... voilà, il y a beaucoup de choses que vous avez dites qui va forcément interpeller dans le discours, dans l'accompagnement, dans ce qu'on fait, mais notamment voilà, cette question moi, qui m'a marquée, c'est celle aux conditions sociales de vie des enfants et des jeunes, et que tout ne peut pas se résoudre spécifiquement dans un cadre spécifiquement scolaire. Et c'est vrai que là-dessus, sur nous, si je prends par exemple l'EST éducative, le PRE, etc., enfin, on est vraiment dans, voilà, dans tous ces dispositifs, surtout sur les publics qu'on accompagne, qui sont en plus quand même les plus défavorisés, puisqu'on est quand même en politique de la ville et en éducation prioritaire. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de professionnels qui sont présents, qui ont dû, voilà, comment dire, en tout cas, écouter avec attention ce que vous dites et permettre, je pense, de reconstruire aussi une certaine vision de son action au quotidien, en fait, sur voilà, ce qu'on fait. C'est très intéressant. Est-ce que peut-être quelqu'un veut prendre la parole pour témoigner? N'hésitez pas, une personne, une cité éducative ou par exemple un cordeau ou une corde au PRE. Enfin, voilà, j'ai un peu de mal à voir. N'hésitez pas à lever la main. Ou à me solliciter dans le chat. Pardon, je cherche. Pendant ce temps-là, je peux peut-être rebondir Bien sur sûr, votre tout à fait. observation. Je vous en prie. Alors, vous avez... Enfin, on est tout à fait d'accord. Moi, ce que je voudrais ajouter, c'est que ces conditions difficiles, enfin, sur le plan social, elles sont aussi très importantes dans des milieux ruraux, dans des petites villes, et c'est assez peu visible. Vous voyez, donc, comme je le disais tout à l'heure, donc j'ai participé à l'évaluation d'un dispositif de formation pour les personnes éloignées de l'emploi en général, à l'intérieur duquel il y avait donc les moins de 25 ans. Ça ne s'adressait pas simplement aux moins de 25 ans, mais il y avait les moins de 25 ans parmi ceux-là, en milieu rural. Donc, c'était un dispositif spécifiquement dédié au milieu rural. Et ça fait apparaître, enfin, l'évaluation qu'on a faite, ça fait apparaître les écarts très importants de structuration de l'accompagnement d'un milieu rural à l'autre. Et avec des problématiques, alors là très spécifiques, notamment les problématiques de la mobilité, ce dont je parlais aussi tout à l'heure. Et du reste, ces problématiques de mobilité, on le voyait même à l'intérieur d'un territoire rural, c'est-à-dire, vous voyez des jeunes arriver dans une petite ville, alors même qu'ils avaient grandi 30 ou 40 kilomètres plus loin, parce que c'est dans cette petite ville qu'il y avait le petit boulot ou le stage de formation, etc., etc. Donc, la question des difficultés sociales, c'est une question qui est transversale en France. Je ne sais pas si... là, je déborde peut-être un peu, mais il y a un article de Thomas Piketty dans Le Monde, il n'y a pas très longtemps, à propos des émeutes urbaines, qui souligne combien les cités ont de points communs avec ces milieux ruraux en termes d'inégalité et en termes de situation défavorisée. Tout à fait. Je vois que M. Catio nous met une question. Bonjour, ne faudrait-il pas réhabiliter le CAP en France ou plus globalement dans les filières professionnelles? La question elle est assez, voilà, l'avis du chercheur là-dessus. Alors oui, c'est une question qui m'intéresse, parce que moi je travaille aussi sur la formation, enfin sur l'enseignement professionnel, la formation professionnelle initiale.
comme je le disais, le CAP, il est très résistant au temps. Et donc, comment dire, le réhabilité, il est là, et on s'en sert plutôt comme d'une solution de dernier recours, notamment en sortie de SECPA, notamment pour les enfants en situation de handicap. Et je pense que là, dans cette dimension-là et sur ces spécialités-là, qui sont surtout des spécialités tertiaires, en fait, mais tertiaires hors métier reconnu, si je puis dire. Et bien, sur ces CAP-là, on a aujourd'hui des difficultés d'insertion énormes, hein, malgré le diplôme. Parce qu'en fait, il y a CAP et CAP. Hein, si on prend le CAP de coiffeur ou le CAP de boucher, sont souvent des CAP qui vont être prolongés. Pas toujours, bien sûr, mais qui vont être prolongés parce que le jeune veut à terme créer son salon de coiffure ou devenir un indépendant en boucherie. Donc, il va faire un brevet professionnel ou il va même faire une formation supérieure. Enfin, vous voyez, donc ça peut être une première étape dans un parcours professionnel. Et c'est très différent, là. Puis d'ailleurs, ces CAP qui sont plus qualifiants, si je puis dire, et ça pose un autre problème pour l'enseignement professionnel. Les CAP les plus intéressants, si je puis dire, hein, sont des CAP qui sont très demandés, donc avec des taux de pression parfois importants, et donc qui sont difficiles d'accès pour les jeunes les plus en difficulté. Hein, voilà. Donc je crois qu'il y a surtout une réflexion à avoir sur la valorisation d'un certain nombre de métiers, en fait, sur le plan du statut, surtout, parce que beaucoup des métiers du tertiaire avec peu de qualifications sont des métiers extrêmement précaires, mal payés, avec beaucoup de temps partiel, et donc voilà, on ne revalorisera pas des formations tant que ça aboutira à des situations professionnelles très, très dégradées, quoi. Tout à fait. Alors, on a une demande de prise de parole de Madame Delors, donc je vais lui donner. Et puis après, il y a quelques questions qui sont arrivées dans le chat là, que je vous poserai ensuite. Madame Delors, je vous laisse activer votre micro. Oui. Bonjour. Je vous laisse vous présenter. Oui, Jacinthe Delors, donc je suis référente de parcours sur un PRE à Saint-Leu, à La Réunion. Je m'interroge en fait sur cette question du décrochage, notamment lorsqu'on ne voit plus de solution. Je vais vous prendre un exemple très concret d'un jeune où, alors effectivement, le parcours s'est aggravé à l'entrée en 6e. C'est un jeune qui a été orienté en 6e SECPA, qui a été en difficulté dans les apprentissages en 6e SECPA, qui a été renvoyé pour des problèmes de comportement à la fin de la 6e, faute de SECPA dans le secteur. Il a été mis en 5e traditionnel, sachant qu'il n'avait déjà pas le niveau en 6e SECPA. Il a été renvoyé 2 fois du collège en 5e. On a fait une classe relais. Il a intégré un 3e collège. Il va passer en 4e alors qu'il a eu une année de 5e où déjà il n'avait pas le niveau, où il y a eu plusieurs exclusions. Et en fait, on est parfois confronté à des situations où on ne voit plus comment raccrocher, en fait. Parce qu'on fait le travail éducatif, on fait le travail avec la famille. C'est un jeune et une famille qui sont très partants pour plein de choses, hein, mais il y a un vrai rejet de l'école de la part de ce jeune. Et on n'a rien, quoi. Les dossiers MDPH prennent des plombs pour avoir une orientation éventuellement dans un ITEP. Les SECPA, il n'y en a plus sur le secteur. Les ULIS, ce n'est pas adapté. Enfin, voilà. Et on se retrouve un peu en bout de course. Il n'a que 13 ans, il est en 4e. On sait que la 4e, ça va être... Bon, je n'ai pas envie d'être pessimiste, mais à un moment, en étant réaliste, il y a peu de chances que ça se passe bien. Et on a beaucoup de situations comme ça où on ne sait plus quoi faire, on ne sait plus quoi proposer. Tout à fait. Donc, ça, c'est quelque chose d'extrêmement préoccupant et qui renvoie plutôt d'ailleurs à la question de la déscolarisation, puisque là, le cas que vous présentez
ça renvoie à des situations de déscolarisation presque institutionnelle, parce que c'est ce qui se passe là. Au fond, il n'y a plus de place dans des dispositifs qui seraient dédiés à ce jeune, ou tout au moins, il n'y a pas encore la place. C'est les fameuses files d'attente pour les ITEP, qu'on trouve partout, et qui amènent à faire une déscolarisation pratiquement instituée, enfin pratiquement institutionnalisée. Donc là, il y a un vrai défaut institutionnel pour lequel vous ne pouvez pas grand-chose, en fait. Je suis désolé de vous le dire, mis à part le fait de le signaler, bien sûr, parce que c'est un phénomène qui est assez peu documenté, mais qui est qui est très répandu en France. Alors, ça touche, on n'est pas sur les effectifs, c'est vrai que on a oublié de parler des nombres là-dessus, mais ce n'était pas non plus le propos qu'on m'avait demandé de faire, mais la population, je crois que j'ai évoqué quand même le chiffre, les jeunes qui sortent en décrochage scolaire, c'est aux environs de 12% des sortants du système éducatif chaque année, ce qui est quand même tout à fait considérable. Évidemment, sur ces 12%, vous avez plutôt une majorité de jeunes qui n'auront pas connu les parcours dont vous parlez. Les parcours dont vous parlez sont des parcours très spécifiques, très minoritaires, souvent liés à des troubles du comportement, souvent qui relèvent autant ce qu'on a parlé du social, c'était important d'en parler, j'ai parlé du scolaire, mais là, ça peut relever aussi de la psychiatrie infantile, qui elle-même est en déshérence. Vous voyez, donc là, c'est l'ensemble des défauts institutionnels qui retombent sur les familles en question. Et sans que ça soit numériquement très, très important, c'est un problème très, très grave, en fait. Il y a un certain nombre de familles à qui on dit, de toute façon, il n'y a pas d'autre solution que de garder votre enfant à la maison. C'est exactement ça. Alors, ça, mais à la fois, si je reprends l'exemple de cette situation particulière, avec une famille qui, du coup, finit par dire ça ne crée que des problèmes quand il va à l'école. Donc, ça crée des problèmes à la maison aussi. Des fois, je ne le mets pas à l'école parce que je n'ai pas envie d'autres problèmes. Et des institutions qui répondent, mais madame, votre fils est sous obligation scolaire. Mais à la fois, l'institution scolaire ne propose rien d'adapté et il y a une menace sous-jacente derrière de représailles auprès de la famille si l'enfant n'est pas scolarisé. Donc, c'est vraiment le serpent qui se mord la queue et des situations qui sont ultra anxiogènes pour la famille et pour le jeune. Moi, avec un jeune qui me dit « mais ma famille va aller devant le juge à cause de moi » et c'est très anxiogène pour tout le monde et on ne fait qu'aggraver des situations qui sont déjà problématiques au départ. Et le fait d'aller devant le juge, même s'il y a une mesure éducative, ça ne changera pas nécessairement les choses, puisque, alors, j'ai parlé de la déshérence de la psychiatrie infantile, mais il y a aussi la déshérence du travail social dans beaucoup de secteurs, et un suivi éducatif avec un accompagnement de qualité, ce n'est pas non plus si fréquent que ça. Ouais. Merci beaucoup pour je ne sais pas si c'est cette réponse, le terme approprié, mais en tout cas, cet échange. Voilà, donc il y a alors là, j'ai vu qu'il y avait des personnes qui avaient commencé à essayer d'un peu d'apporter d'autres, pas des pistes de solutions, mais en tout cas, de donner quelques retours. Ce que je vais prendre une ou deux questions du chat. Je vois quelqu'un a levé la main. Par contre, alors pardon, je remonte le chat. Est-ce que l'intervention est en lien ou pas avec ce qui vient d'être dit? Parce que je ne voudrais pas couper le propos si jamais c'est en lien. Monsieur Le Méoté. Je ne sais pas si vous m'entendez. Allô? Vous m'entendez? Oui, super. Oui, bon, oui, en fait, alors, je me présente Frédéric Le Méoté, ville de Rouen, je travaille sur la mission de prévention des décrochages scolaires. C'est en dehors du programme de réussite éducative, mais c'est une mission aussi qui s'adresse
pour les territoires en dehors QPV, voilà, on va dire ça comme ça. Mais moi, ce que je vois en tout cas sur notre académie, c'est un déficit du tissu partenarial sur toutes les questions de prévention du décrochage scolaire. En fait, avec la mise en place de l'obligation de formation pour les 16-18 ans, il y a eu une mise en place des plateformes de suivi des PO décrochage qui existaient déjà avant, avec un lien mission locale éducation nationale via le CIO, et puis des partenaires un petit peu extérieurs, mais on voit que la densité de public que ça génère de listes et de pouvoir reprendre contact en parlant auprès des familles, auprès des enfants, en leur rappelant l'obligation de formation, c'est des fois, ça ne marche pas souvent, pas du tout. Et également, après, une partie de ces jeunes étiquetés, qui sont en tout cas fléchés comme décrocheurs, sont après, le département est contacté et notre département de Seine-Maritime en tout cas, ne prend pas, pour l'instant, n'effectue pas de rappel ou quoi que ce soit, de rappel à la loi par rapport à ça. Bon, en fait, en tout cas, c'est juste pour aussi dire que il y a une difficulté dans l'accompagnement de ces jeunes décrocheurs, les différents interlocuteurs qui existent, qui un petit peu satellisent autour de la famille, autour du jeune. Des fois, eux ne se comprennent pas entre eux aussi, parce que des fois, on a un petit peu un sentiment de cacophonie dans le travail partenarial, en fait, ou de substitution à comment on se substituerait au CIO, on se substituerait à l'MDS, ce qui n'est pas du tout le cas, en fait. Voilà. Donc, c'est cette difficulté, en fait, de trouver, d'harmoniser les travails partenariales autour de cette question du décrochage scolaire, parce qu'on est bien, la question cruciale, c'est de dire, mais comment un jeune et sa famille trouvent des solutions pour que ce jeune-là puisse trouver sa place au-delà de la question de la professionnalisation, mais en tant que futur citoyen, en fait. Comment il trouve sa place dans la société? Parce que quand on décroche, je pense qu'on perd un petit peu cette question de quelle est ma place de citoyen, étant donné que ce qui constitue mon rôle de citoyen, c'est mon parcours scolaire aussi. Voilà, c'était ma remarque. Et ma question. Merci beaucoup. Je vous remercie pour l'intervention. Je vais me permettre de relayer 2 questions dans le chat, notamment. Donc, nous avons une première question de Corentin qui souhaiterait qu'on reprécise un peu la catégorie des discrets, si c'est possible, un peu, voilà, une petite précision. Et une deuxième intervention de Yves, je ne sais pas, qui dit que les garçons sont plus concernés par le décrochage scolaire. Effectivement, il y a plus d'orientation de garçons dans les dispositifs, mais cela n'est-il pas aussi lié au fait que les filles se montrent plus discrètes, mais présentent tout de même des difficultés similaires? Donc, voilà pour les 2 questions. OK. Alors, pour les discrets, je vais revenir sur mon texte, ce sera plus… excusez-moi, le temps que je me… Alors, les décrocheurs discrets sont des décrocheurs, première chose, qui, quand on les interroge sur leur expérience scolaire, disent ne pas avoir une expérience scolaire difficile. Donc, ils sont plutôt, ils déclarent avoir eu de bonnes relations avec leurs enseignants, ils déclarent avoir eu de bonnes relations avec leurs pairs dans la classe. Alors, voilà, donc ça, c'est la première chose. Quand on les interroge sur les motifs qui ont fait qu'ils ont arrêté leur formation ou leurs études, ils répondent plutôt par des événements factuels. C'est mon orientation que j'ai mal choisie. C'est un souci qu'il y a eu dans ma famille. J'ai eu une dépression. Dans le questionnaire qu'on a fait circuler là, enfin qu'on a administré, je vais y arriver, un questionnaire MODS, on a même eu une réponse d'une jeune fille, j'ai été amoureuse. Voilà, donc ça peut être, voilà, c'est plutôt factuel, c'est pas en rapport avec l'expérience scolaire. Ou alors c'est en rapport avec l'expérience scolaire du genre, le lycée c'était beaucoup plus dur que ce que je pensais, il y avait trop de travail, finalement j'y arrivais pas. Hein.
très souvent en rapport avec des problèmes personnels ou des capacités personnelles. Voilà. Ça permet de croiser d'ailleurs avec la question suivante, parce qu'en fait, c'est un profil plus féminin que les autres profils de décrocheurs. Il y a plus de filles. Alors, je ne sais pas si ça répond complètement à la question. Et voilà, pour terminer, les décrocheurs discrets sont des décrocheurs plutôt de fin de parcours. Hein. Ce n'est pas les décrocheurs de collège, ce n'est pas les décrocheurs de première année de CAP, c'est plutôt les décrocheurs de lycée général ou professionnel, mais après une seconde, une première, vous voyez, enfin, ou en cours de terminale, ou après un échec au bac. Enfin, voilà, c'est plutôt ce profil-là. Hein. Je ne sais pas si ça vous parle. Moi, avant d'être chercheur, j'étais prof de lycée. Et quand j'ai enquêté, j'ai retrouvé des profils d'élèves que j'ai connus. Hein, typiquement, des élèves qui ne posaient absolument aucun problème, à qui on aurait imaginé, enfin, pour lesquels on n'imaginait pas une rupture de scolarité, et finalement qui sont sortis malgré tout du système scolaire avant la fin. Alors, les écarts entre garçons et filles, ça c'est quelque chose voilà, que montrent toutes les enquêtes. Le risque de décrocher est plus important pour les garçons que pour les filles. Et la question est de savoir pourquoi, effectivement. Alors, il y a une première réponse qui est assez connue, c'est que les filles réussissent mieux à l'école, en moyenne. Voilà, donc, si elles réussissent mieux, elles décrochent moins. Hein. Vous voyez, donc il y a plus de réussite. Ça, on le retrouve partout, hein, au niveau des résultats aux examens, au niveau de l'orientation. Donc, voilà. Et donc, on pourrait expliquer l'essentiel de cette manière-là. Alors, ce n'est pas très satisfaisant parce que, après, quand on compare les filles et les garçons qui décrochent, ils n'ont pas non plus tout à fait les mêmes profils. Donc, il y a quand même quelque chose de spécifique. Alors, je m'explique. L'écart entre filles et garçons, c'est à peu près 10 points. Il y a à peu près, parmi l'ensemble des jeunes qui décrochent, il y a à peu près 55 ou 56% de garçons et 44 à 45% de filles. Donc, il y a quand même un décrochage des filles qui est assez important, mais qui place ce risque un peu en dessous de celui des garçons. Et quand on s'interroge sur le décrochage des filles, on s'aperçoit qu'elles ont elles déclarent en tout cas des difficultés beaucoup plus importantes que les garçons, hein, que ce soit d'ordre social, économique, scolaire, voire psychologique. On peut faire l'hypothèse donc qu'elles sont plus résilientes à ces difficultés que les garçons, parce que les garçons avec moins de difficultés décrochent. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, le rapport à l'école, le rapport à la norme scolaire est moins fragile chez les filles que chez les garçons. Enfin, il y a un dernier facteur qui a été souligné par les études nord-américaines où on constate le même phénomène et où le marché du travail est beaucoup plus ouvert sur les décrocheurs, si je puis dire, c'est que les opportunités de petits boulots ou d'emploi sont beaucoup plus importantes pour les jeunes garçons que pour les jeunes filles sans diplôme. Voilà, donc si vous combinez tout ça, vous pouvez comprendre qu'effectivement, il y a un écart. Alors, mais en le comprenant, justement, on voit qu'il y a vraiment un travail particulier à faire pour les filles en décrochage scolaire ou les jeunes femmes en décrochage scolaire, parce qu'encore une fois, elles déclarent, et je pense que c'est une déclaration qui repose sur du réel, plus de difficultés que les garçons. Elles ont d'ailleurs plus de difficultés ensuite à s'insérer professionnellement. Ah oui, alors j'ai oublié un point sur les filles. Il y a quand même un point important, c'est la question familiale, qui n'est pas si marginale que ça. Alors, elle est moins importante qu'aux États-Unis ou en Angleterre, mais il y a quand même un certain nombre de filles qui nous ont déclaré avoir décroché parce qu'elles étaient enceintes. Et donc, parce qu'elles voilà, elles devaient assumer des charges familiales. Donc, voilà, donc il y a un soutien spécifique, un accompagnement spécifique à ces situations-là, ça c'est clair. Merci beaucoup. Je vais encore prendre en fait une question, je vais essayer
alors je ne sais pas si je vais en mêler deux, mais c'est deux interventions et je pense qu'il y a un lien entre les deux sur en fait, les angles d'approche pour travailler sur un territoire, sur cet enjeu du décrochage scolaire. Là, ce que je trouve intéressant, c'est qu'une personne a rebondi en disant un des angles de travail, ça pourrait être l'ambition des jeunes, notamment par exemple sur un territoire où il y a peu de cadres et beaucoup d'ouvriers, tandis qu'une autre personne, je m'excuse, je n'ai pas noté le nom tout de suite, je vais le dire après, voilà, disait qu'on pouvait travailler aussi peut-être sur le climat scolaire et la justice scolaire, qui pourraient aussi être des angles de travail en fait de prévention du décrochage scolaire. Donc, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a aussi voilà, plusieurs façons d'approcher en fonction du territoire. Tout à fait. Et de toute façon, les deux approches sont liées, Ouais. puisque le climat scolaire, il est lié à la composition sociale des établissements, en partie, hein, pas uniquement, mais il est lié à cette composition. Là, il y aurait beaucoup de choses à dire. Il nous reste 7 minutes. Alors, je vais plutôt m'attarder sur l'effet établissement plutôt que l'effet territoire, encore que. Alors, sur l'effet territoire, j'en ai un petit peu parlé quand même, hein. Les situations sont liées aux compositions sociales des territoires, ça c'est clair. Donc, il y a des effets ensuite, comment dire, de composition. Plus le territoire est défavorisé, plus il y a de décrochage scolaire. Voilà. J'ai des collègues que je n'ai pas cités là dans mon diaporama, Vanessa Di Paola et Stéphanie Moulet, qui ont montré que plus un territoire était marqué par le chômage, plus il y avait de risques de décrochage, toutes choses égales par ailleurs, c'est-à-dire indépendamment de tous les autres facteurs qu'on a pu mentionner. Donc, il y a un effet de masse, si vous voulez, qui va encourager le décrochage. Alors, sur les effets établissements, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de travaux qui ont été faits, surtout en Amérique du Nord, sur l'effet du climat scolaire, sur les cultures d'établissement, etc., sur le risque de décrochage scolaire. Il y a un effet. L'effet est moins important que les pratiques pédagogiques à proprement parler, même si la pratique pédagogique, ça rentre dans le climat scolaire. Mais bon, c'est moins important que ce qui se passe dans la classe. Ce qui se passe dans l'établissement est moins important que ce qui se passe dans la classe. Et c'est moins important que ce qui se passe dans la famille. Mais malgré tout, ça a un effet. Et donc, on peut jouer là-dessus, on peut agir sur un climat scolaire. Alors, de quelle manière ? En créant un espace de justice identifiable par les élèves eux-mêmes, avec des règles explicites et des sanctions qui le sont également, avec une dimension de bienveillance, évidemment, un encadrement assez important et des tailles d'établissement qui soient relativement restreintes. D'ailleurs, aux États-Unis, une des politiques de lutte contre le décrochage scolaire, ça consiste à faire des schools within school, c'est-à-dire dans des gros établissements comme les high schools aux États-Unis, c'est des établissements avec beaucoup d'élèves, de créer des établissements plus petits avec des professeurs dédiés et une équipe de direction dédiée qui s'occupe d'élèves plus en difficulté, de façon à ce que pendant toute leur scolarité secondaire, ils voient les mêmes professionnels, les mêmes personnels, les mêmes enseignants, etc. En France, on est confronté à un problème de polarisation des publics des établissements scolaires, des collèges et des lycées. Et ça a été montré par une équipe belge qui a travaillé sur les données françaises, hein, ça arrive, comment elle s'appelle, Ariane Bay, qui a montré, alors à partir de données, elle ne travaillait pas sur le décrochage scolaire, mais sur l'absentéisme. Et elle a bien montré qu'en France, le taux d'absentéisme, qui est donc un précurseur du décrochage scolaire, était très fortement lié à la concentration des difficultés sociales et surtout scolaires. C'est-à-dire, dans beaucoup d'établissements, on va non seulement polariser, concentrer des difficultés sociales, mais comment dire, dans ces milieux sociaux défavorisés, quand les élèves ont de meilleurs résultats, les familles vont avoir tendance à les mettre dans d'autres établissements, ce qui fait que, en plus de la difficulté sociale, on concentre les difficultés scolaires dans les mêmes établissements. Et ça, c'est évidemment un facteur très important d'absentéisme, d'échec, de décrochage,
Et donc, mais ça, je ne suis pas le seul à le dire, hein, je crois que tous mes collègues, enfin, tous les collègues, tous les chercheurs, tous les experts le disent, la mixité sociale des établissements scolaires est un enjeu de justice sociale très important. Il y a une petite question de savoir qui a fait cette étude, notamment, Okay. je pense que, alors, Monsieur Corentin, est-ce que vous pouvez nous préciser laquelle des études qui vous intéresse? Je sais pas si celle des Belges. Alors, je peux vous donner les références. Ça doit être. Alors, c'était une étude pour le CNESCO. Alors, c'est. Je pense que vous trouverez ça sur Internet. Je ne suis pas sûr, hein, mais si vous avez mon adresse mail, hein, si vous pouvez la transmettre à cet interlocuteur, je pourrais, je pense, lui transmettre le document. Je dois l'avoir d'ailleurs sur mon ordinateur. C'est un rapport qui avait été fait par Ariane Bay et un autre collègue dont j'ai oublié le nom pour le CNESCO à partir des données de PISA. Parce que dans les données de PISA, il y a les données sur l'absentéisme et il y a toute une série de données sur la composition sociale des établissements, etc. etc. Donc, et évidemment, il y a des données sur les acquis scolaires. Ok, merci beaucoup. Je ne sais pas en même temps transmets votre adresse à Corentin. Voilà, il l'a reçu. Et puis on a là, super, merci à Madame Laforêt ou Monsieur Laforêt qui a transmis l'adresse sur le chat. Écoutez, on arrive au bout de ce webinaire. Un grand merci pour cette intervention. Vous étiez beaucoup à l'écouter également et pour les différentes interventions. L'intégralité du webinaire est enregistrée et sera disponible notamment sur le réseau de la grande équipe. Voilà, et puis voilà, on met aussi un temps sur YouTube, sur notre chaîne. Donc, on relaiera ces informations pour être sûr que vous les ayez. Et encore un grand merci d'être intervenu, professeur Bernard, je sais. C'était juste pour je sais. Voilà. Je vous remercie vraiment. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous pour votre accueil.